Marie des médiathèques d'Annecy. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui ce roman, le dernier roman de Sarah Chiche qui s'appelle Les Alchimies et qui est sorti aux éditions du Seuil. Il s'agit d'une fiction, d'un roman par contre qui est très documenté et qui part en fait d'une histoire vraie, l'intrigue principale dont je vais vous parler après. L'ouverture du roman se situe aujourd'hui en 2022. La narratrice s'appelle Camille Cambon et elle est médecin légiste à l'Institut médico-légal de Paris. Et elle va recevoir un mail un petit peu intriguant d'un certain Francisco. Et ce mail s'intitule « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Il se trouve que ce titre, cet intitulé, est le titre d'une gravure de Francisco Goya, d'où le nom de ce fameux Francisco. Elle va ouvrir ce mail et elle va communiquer avec une personne qui va l'inviter à venir la rencontrer à Bordeaux et qui va lui révéler en fait des choses de son passé, notamment sur l'histoire de ses parents, puisque les parents de la narratrice étaient eux-mêmes des médecins et son père était également médecin légiste. Et ils étaient tous les deux très intéressés, voire obsédés par l'histoire de Francisco Goya. Donc ça, c'est vraiment au début de l'ouvrage. L'ouvrage, il se sépare en deux récits. Donc il y a le livre 1, qui s'appelle « Les désastres de la guerre », qui se trouve aussi être un titre d'œuvre de Francisco Goya. Donc ça, c'est vraiment le fil rouge de tout l'ouvrage. Donc cette première partie de récit est assez dynamique, donc elle se passe aujourd'hui. La narratrice travaille au moment du Covid. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui nous parlent du monde d'aujourd'hui. On apprend d'ailleurs des choses sur sa vie personnelle également. Et ensuite, le livre 2, qui s'intitule « Le songe de la raison ». Là, ça va être vraiment la rencontre de cette personne qui lui a envoyé ce fameux mail mystérieux. Et là, ça va être un récit beaucoup plus linéaire où on va nous révéler en fait des choses sur le passé de ses parents. Donc le sujet principal en fait finalement de ce livre, c'est Francisco Goya, donc qui est un peintre espagnol du XVIIIe siècle. Voilà, sur le bandeau, on a une illustration, un montage avec deux œuvres de Francisco Goya, qui a été dans un premier temps le peintre officiel de la cour espagnole. Et puis, il est devenu malade et dans la seconde partie de sa vie, il va avoir une vision beaucoup plus noire sur sa société, la société contemporaine, et une peinture et notamment beaucoup de gravures très satiriques. Et il se trouve qu'il est venu vivre à Bordeaux à la fin de sa vie et donc il a été enterré à Bordeaux au cimetière des Chartreuses. Ce que nous apprend ce livre, c'est que vers 1880, donc à peu près, je dirais 40-50 ans après sa mort, un consul d'Espagne qui se promenait dans ce cimetière tombe par hasard sur la tombe de Francisco Goya et il se dit mais c'est incroyable, que fait ici la tombe de ce peintre espagnol, il doit être rapatrié en Espagne. Donc il va entreprendre des démarches administratives pour rapatrier le corps de Goya, donc le corps va être sorti de la tombe et il se trouve qu'il se rend compte à ce moment-là que le crâne de Francisco Goya a disparu. Donc tout ça est une histoire vraie, voilà, c'est vraiment des faits réels. À partir de ce moment-là, une enquête va être menée pour savoir pourquoi ce crâne n'est plus dans la tombe et diverses hypothèses qui sont toutes relatées dans le livre, dans le fameux récit de cette personne, qui ont toutes existé, ce sont des vraies hypothèses, on ne sait pas laquelle pourrait être la vraie. Et pour cela, elle s'est inspirée d'un documentaire qui s'appelle Oscuro Illusiontes, donc elle le cite dans l'ouvrage, et qui est vraiment un documentaire actuel qui a été fait sur cette histoire de crâne de Goya disparu. Il y a notamment une théorie comme quoi le crâne aurait pu être donné avant la mort de l'artiste à un ami médecin pour qu'il puisse étudier. En fait, il est devenu sourd à la fin de sa vie, Francisco Goya, et voilà, il aurait fait cadeau avant sa mort de son crâne pour que ce médecin spécialiste du cerveau puisse étudier cette maladie. Il y a une théorie selon laquelle ce crâne aurait été exposé pendant tout un temps dans un café bordelais où les Espagnols pouvaient venir voir ce crâne. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Et il y a même en fait ce qui atteste aussi de toute cette histoire autour du crâne de Goya, une nature morte qui a été peinte par un peintre qui s'appelle Dionisio Fieros et qui s'appelle Le crâne de Goya. Donc il y a bien eu quelque chose qui s'est passé avec ce crâne, mais on ne sait pas quoi. Et aujourd'hui, le crâne est toujours disparu et on ne sait absolument pas où il se trouve. Ce qui est intéressant, c'est que l'autrice, elle va jusqu'à proposer elle-même une nouvelle théorie qui est très intéressante dans la fin de l'ouvrage. C'est un ouvrage qui est très riche, très documenté.
Le seul petit bémol que moi j'aurais peut-être pu apporter personnellement, c'est qu'il y a beaucoup d'informations dans la première partie, dans la partie actuelle qui se passe aujourd'hui. Notamment, on nous parle du Covid. Il est également fait allusion au scandale du charnier de l'université Paris-Descartes qu'il y avait eu il y a quelques années. Donc, ils sont toutes très intéressantes, mais voilà, on se noie un petit peu dans toutes ces informations. Par contre, le gros plus, et ce qui fait vraiment la richesse du livre pour moi, c'est qu'on apprend énormément de choses. Il y a un côté aussi enquête, intrigue, donc on tourne les pages, on a vraiment envie de savoir, mais où est ce crâne? Bon, on ne le saura pas vraiment, hein, mais par contre, on a vraiment toutes ces théories plus intéressantes les unes que les autres. Et surtout, eh bien, c'est aussi un hommage à la peinture de Francisco Goya, puisqu'il est cité énormément de titres d'œuvres et même de descriptions d'œuvres, donc on se replonge où on découvre en fait son travail, donc on va aller consulter des livres. Enfin, moi c'est vraiment ce que j'ai fait, je suis allée voir à chaque fois les œuvres pour me rendre compte. C'est aussi une plongée dans l'univers très particulier et froid de la médecine légale. Hein. Dans toute la première partie, elle raconte son travail au quotidien, qui est vraiment particulier. On apprend aussi des choses sur tout le fonctionnement du cerveau, puisque dans les années où le crâne de Goya a disparu, a été mis en place une sorte de pseudo-science qui s'appelle la phrénologie, où vraiment la théorie de la phrénologie, c'est que la forme du crâne d'une personne reflète son caractère. Donc c'est à ce moment-là, il y avait beaucoup de dissections de cerveau, etc. Donc voilà, toute cette partie-là est très intéressante. Plusieurs fois, Camille, j'ai songé à écrire toute cette histoire, à la travestir sous forme de pièces ou de romans. Qui sait combien de pièces de théâtre ou de romans renferment, sous le couvert de la fiction, d'authentiques aveux concernant des crimes ou des disparitions inexpliquées. Mais l'obsession d'avoir à dire quelque chose sur soi, de sortir à tout prix quelque chose de soi, d'étaler ses tripes fumantes sur des pages et des pages pour se prouver et prouver aux autres qu'on a existé, et de le faire soi-disant pour le bien de tous, mais plus probablement pour être applaudi par la foule qui vous appelle alors un artiste, cette obsession d'avoir à révéler quelque chose sur soi cache encore un désir de notoriété, c'est-à-dire un effrayant besoin d'amour. Vanité, vanité imbécile. Le seul triomphe, c'est de se taire. Pour finir, moi, c'était vraiment un coup de cœur du fait que ça mélange ce côté intrigue, ce côté découverte sur un artiste, et aussi tout le côté donc sur la médecine légale aujourd'hui. Vraiment, c'est un mélange détonnant, et c'est vraiment une fresque aussi, puisque dans la deuxième partie, ça se passe plutôt dans les années 60. On nous raconte un peu même les fêtes des étudiants en médecine qui se passent dans des catacombes à Paris, donc ça vaut vraiment le détour. Voilà, donc c'est vraiment un livre que je vous recommande.